Voilà, on va passer à la dernière session de cette grande journée du cœur qui s'appelle Images, Intervention, Innovation. Et je vais co-chairer cette session avec Johan Sylvain, qui est professeur de cardiologie, chef de service à partir de septembre. Donc regardez-le. C'est lui qui dirigera le service à partir de la rentrée. Et donc on va commencer tout de suite. Merci Gilles. Bonsoir à tous, enfin bonjour à tous. On va commencer par Richard Eisner qui va nous parler donc des images insolites en échographie. Merci Richard. Bon, bonjour à toutes et à tous. Pas facile de passer après Sylviane Gazinski et pardonnez-moi de revenir à des choses plus terre à terre après ces considérations philosophiques qui nous ont élevés. Alors, effectivement, l'échocardiographie, je pense que tout le monde a déjà entendu parler d'échocardiographie. Vous voyez, c'est tout en haut à gauche. C'est un examen qui est extrêmement pratiqué. Pratiquement tous les patients, comme je le dis souvent aux étudiants qui arrivent dans le service de cardiologie, ont une échocardiographie. Et on peut dire que c'est maintenant devenu quasiment un prolongement de l'examen clinique. Et vous voyez que finalement, par rapport à d'autres techniques d'imagerie qui sont mentionnées, vous voyez, le scanner, l'IRM, la salle de cathétérisme, l'avantage de l'échocardiographie, c'est que ça va apporter beaucoup de renseignements de manière très simple, avec une innocuité totale et avec des machines qui, somme toute, ont un encombrement de plus en plus limité, ce qui fait qu'on peut les déplacer facilement. Elles sont sur des roues et on peut les amener au lit du patient sans avoir à les déplacer. Et donc, chez les patients particulièrement fragiles, c'est intéressant. Alors, voilà ce qu'on observe en échocardiographie. Voilà un cœur normal. Alors, souvent, j'interroge les externes pour savoir quelle est la dimension d'un cœur. Vous avez l'échographie va montrer donc du muscle, des cavités, des valves, et la partie principale, la partie centrale, c'est le ventricule gauche. C'est un petit peu le cœur du réacteur nucléaire. C'est ça qui va donner la pression dans l'aorte. Et du coup, ce cœur, finalement, qui a l'air très grand sur cet écran, en fait, il est assez petit. Il mesure 4 cm et demi, 5 cm. Donc, vous voyez, c'est quelque chose au maximum de son diamètre, qui est assez petit. Et le volume, c'est à peu près un verre d'eau de 12 centilitres. À chaque battement, on va dire qu'il y a à peu près 7 centilitres qui est éjecté dans l'aorte à chaque battement cardiaque. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le cœur de l'homme et le cœur de la femme, puisque c'est quand même le sujet de cet après-midi? En général, le cœur de la femme est un peu plus petit. Pas parce qu'elles ont un plus petit cœur que les hommes comme ça, mais parce que simplement c'est proportionnel à la surface corporelle, à la taille et au poids. Alors, voilà des images. Voilà encore une échographie normale. Vous voyez, on peut voir différentes vues. On va pas les détailler. Donc ça, c'est de l'imagerie bidimensionnelle, très simple. On a une sonde, on l'applique sur le thorax du patient et on peut voir le cœur à travers différentes fenêtres. Et dans différentes, du coup, on peut dégager tous les segments du cœur. On peut voir aussi le sang qui circule dans ces cavités, vous voyez, qui est comme ça imagé avec de la couleur. Et donc, on va avoir des renseignements grâce au Doppler sur la vitesse et sur le sens de la circulation du sang. Donc, des renseignements qui sont extrêmement précieux, notamment dans les pathologies valvulaires. Et puis, plus récemment, on peut avoir des images 3D. Là, ça ne vous dit pas grand-chose, mais effectivement, il faut avoir un œil un peu exercé. Mais c'est une valve mitrale avec un gros prolapsus qu'on a vu tout à l'heure dans l'exposé de notre collègue chirurgien. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Et là, on va faire rapidement un petit tour d'un certain nombre de pathologies dont vous avez entendu parler au cours de cet après-midi. Eh bien, le cœur, il a beaucoup de propriétés et il va pouvoir, dans certaines conditions pathologiques, se dilater. Donc, vous voyez que là, c'est un cœur beaucoup plus gros que ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous voyez qu'à droite, on a un cercle qui est presque parfait, et c'est un cœur qui est devenu un peu paresseux, il se contracte moins fort, il s'est dilaté, il a à peu près doublé son volume, on est passé de 12 centilitres à quasiment 25 centilitres. Voilà donc une première imagerie qui montre une cardiomyopathie dilatée, c'est une maladie du muscle cardiaque qui intéresse l'ensemble du muscle cardiaque. Alors on peut au contraire avoir un cœur qui s'hypertrophie. Vous voyez que cette fois-ci, les parois sont devenues beaucoup plus épaisses. C'est une cardiomyopathie hypertrophique. Et vous voyez que cette hypertrophie des parois se fait au détriment de la cavité.
Alors tout à l'heure, on avait une augmentation du volume de la cavité. Cette fois-ci, on a une diminution du volume de la cavité. Vous voyez que la cavité est devenue presque virtuelle. On n'a presque plus de volume à travers cette cavité. Et évidemment, c'est une pathologie qui peut être grave. Et cette jeune fille, on a eu besoin de la transplanter très rapidement parce qu'elle ne tolérait pas sa cardiopathie. Cette cardiomyopathie hypertrophique, c'est une des maladies génétiques les plus fréquentes en cardiologie. Toutes les maladies ne sont pas d'origine génétique, mais c'est une maladie dans laquelle on a fait beaucoup de progrès. Et tout à l'heure, le professeur Steck vous a indiqué qu'il y avait des nouveaux médicaments pour traiter cette maladie. Alors le cœur peut aussi se déformer. Et voilà deux images. Une image, vous voyez sur le gauche, que toute la partie qui est à l'apex du cœur est totalement déformée par un infarctus antérieur et apical. Les parois basales se contractent encore, mais le cœur s'est déformé à la suite d'un infarctus. Et on a la même chose sur l'image de droite, mais cette fois-ci, ça touche la paroi inférieure et on a quasiment une déformation anévrismale du cœur. Ça, c'est la pathologie de l'infarctus. Et l'infarctus, évidemment, c'est extrêmement courant. Alors, on n'a pas toujours ce type d'atteinte, parce qu'heureusement, on intervient rapidement. On peut revasculariser les patients et ça permet d'éviter d'avoir des séquelles aussi importantes. Alors, le cœur, il peut aussi se briser. Bon, je vais passer assez vite, puisque Mathieu Kernéis vous a parlé de la maladie du syndrome de Takotsubo. Mais vous voyez que voilà un syndrome de Takotsubo qu'on a vu très récemment dans le service, avec une déformation de l'apex, qui a une forme d'amphore, qui a la forme de cet amphore pour attraper les poulpes au Japon. Et donc, cette maladie dont je ne vais pas m'étendre plus avant. Après, le cœur peut aussi s'infecter. Alors, vous avez à gauche ce qu'on appelle une myocardite virale. Et c'est une myocardite fulminante. Ça peut être relativement bénin, mais c'est parfois extrêmement grave. Et dans le cas présent, c'est une jeune femme dont le cœur allait bientôt s'arrêter. Vous voyez que les parois sont un peu épaisses, le cœur est très tachycarde et la contraction devient limitée. Et il va falloir mettre en place un système d'assistance pour passer le cap de cette infection virale du cœur, qui est relativement rare, mais qui peut être extrêmement grave. Ça peut être après, par exemple, un syndrome grippal, ou ça peut être par exemple, après une infection du Covid. Il peut aussi s'infecter, vous voyez, au niveau des valves. Et on a parlé tout à l'heure de l'endocardite, puisqu'il y a un prix qui va servir à faire un travail sur l'endocardite. Et vous voyez que sur la valve, sur l'image de droite, vous voyez qu'il y a un petit grelot qui bouge sur le feuillet. Et ce grelot, ça s'appelle une végétation. C'est un amas de polynucléaires et de germes, et qui finalement peut emboliser ou peut détruire la valve. Et donc, c'est une pathologie qui potentiellement est extrêmement grave, comme on a eu l'occasion de le dire. Qu'est-ce qu'on peut voir encore ? Eh bien, on peut voir un cœur se thromboser. On peut faire de la thrombose. Il y a du sang qui passe dans le cœur. Et vous voyez qu'à gauche, on a une espèce de stase sanguine. Je ne sais pas si on voit bien où vous êtes, mais on voit que le cœur est en train de se ralentir. On voit que le cœur s'épaissit à l'intérieur des cavités et que le thrombus est quasiment en train de se former. Et là, on est dans la cavité de l'oreillette gauche. Et vous avez à droite, cette fois-ci, un thrombus, cette fois-ci dans le ventricule gauche. Et vous voyez que c'est cette espèce de masse qui bouge à la pointe du cœur, qui est assez inquiétante, parce qu'évidemment, si un thrombus migre, on peut faire un accident vasculaire cérébral. Et ça peut être potentiellement très grave. Le cœur peut aussi faire des tumeurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle le myxome de l'oreillette. C'est une tumeur, en fait, qui est très impressionnante, mais c'est une tumeur bénigne. Si on fait une exérèse complète, ça ne se reproduira pas et le malade sera guéri. Alors, vous voyez que cette tumeur-là, dans le cas présent, elle est assez impressionnante parce qu'elle est très grosse. Et à chaque fois, la tumeur va s'insérer dans l'orifice mitral. Donc il ne faut pas que ça se bloque, parce que sinon, si ça se bloque dans l'orifice, la tumeur, c'est la mort assurée, parce que finalement, le sang ne pourra plus passer. Et donc, si on opère cette tumeur, encore une fois, le pronostic est relativement bon. Et bien sûr, il faut les opérer rapidement, c'est les patients qui se présentent comme ça. Alors, le cœur peut aussi faire des cancers. Alors, précédemment, la tumeur, le myxome, c'était rare. Le cancer, c'est encore plus rare. Et là, vous voyez cette masse dans l'oreillette. Cette fois-ci, c'est plus une boule bien délimitée. C'est une masse un peu infiltrante
c'est un sarcome et c'est potentiellement extrêmement grave. Alors le cœur peut danser, hein, vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le swinging heart, hein, ça c'est un cœur qui se promène, et vous voyez, il se promène dans la cavité péricardique. La cavité péricardique c'est rempli de liquide, et c'est potentiellement grave parce que ce liquide qui est autour du cœur, dans la cavité péricardique, va finir par comprimer le cœur et aboutir à ce qu'on appelle la tamponnade. Donc c'est évidemment une urgence, puisque quand on a ça, il faut absolument drainer le patient pour enlever ce liquide et que le cœur retrouve une capacité de contraction et de remplissage normale. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il peut aussi se noyer, hein, parce qu'on peut évidemment se noyer dans cette cavité péricardique. Enfin, le cœur peut être réparé, on en a parlé tout à l'heure. Donc voici une technique, Gabriel Steg en a un petit peu parlé, vous voyez qu'on peut réparer la valve mitrale. Tout à l'heure, le chirurgien vous a dit qu'on pouvait réparer de manière mini-invasive. On peut aussi réparer le cœur simplement en passant par la veine fémorale et en montant une petite sonde jusqu'au niveau du cœur. Vous voyez, c'est une petite pince qu'on va installer dans les feuillets mitraux et on va rapprocher les deux feuillets bord à bord pour corriger une insuffisance mitrale. Et là, ça évite complètement la chirurgie. Il n'y a même pas besoin de chirurgie mini-invasive. Et en général, on réserve cette technique aux patients dont le risque chirurgical reste important. Alors, malheureusement, les images ne passent pas là, mais je voulais vous montrer un foramen ovale perméable, puisqu'on en a parlé. Et vous avez ici à gauche, eh bien, on voit cette fameuse épreuve de bulle où on montre que finalement, il peut y avoir un passage de bulle de la droite vers la gauche et que, évidemment, cet orifice, ce foramen ovale perméable, peut laisser passer des thrombus et peut occasionner des accidents vasculaires cérébraux. Et vous avez à droite l'image qui montre la prothèse que le professeur Montalesco a installée, parce que c'est lui qui est le grand spécialiste de cette technique. Et vous voyez qu'avec cette espèce de prothèse en double parasol, eh bien on va prendre la paroi du septum interauriculaire en sandwich et on va fermer ce fameux passage anormal de sang. Enfin, un petit mot sur l'aorte, parce qu'on peut voir avec l'échographie le cœur, mais on peut voir aussi l'aorte, hein, qui est le principal vaisseau, qui est la principale artère qui sort du cœur. Et vous voyez qu'on peut visualiser ce qu'on appelle l'athérome. L'athérome, c'est finalement cet encrassement des artères qui est lié au vieillissement et aux facteurs de risque cardiovasculaire. Et vous voyez très bien que la paroi n'est pas lisse et que sur cette paroi, eh bien, on voit que se sont déposés des amas, des plaques d'athérome. Et sur ces plaques d'athérome, on peut avoir parfois des petits thrombis qui se forment. Alors là, malheureusement, l'image est arrêtée, elle n'est pas mobile, mais ces plaques d'athérome peuvent finalement générer des thrombis qui peuvent éventuellement partir. Et enfin, l'aorte peut aussi se déchirer. Ça, c'est quelque chose dont on n'a pas parlé jusqu'à présent, c'est la dissection aortique, c'est quelque chose d'extrêmement grave. Et vous voyez qu'ici, on voit ce petit flap. Alors évidemment, je n'ai pas de pointeur, c'est ça qui est un peu dommage, mais on voit ce petit flap qui va dans le ventricule gauche et qui part de l'aorte et qui témoigne d'un déchirement de cette aorte. Et là, c'est une urgence chirurgicale absolue. Il faut opérer les patients très rapidement. Voilà, donc c'était un petit florilège de ce que fait l'échocardiographie de manière relativement simple. Et vous voyez qu'on peut avoir des diagnostics extrêmement précis, très rapidement, avec une technique finalement qu'on amène au lit du patient. Merci beaucoup pour votre attention.